Tu t'installes. Mais moi, j'ai installé. Parfait. Tu n'avais pas dit que tu en avais terminé avec le cycle Céline? Moi, d'après mon impression à moi, non. Ouais. Non, mais c'est correct. C'est correct. C'est correct, certain. Chers auditeurs et auditrices, portez attention au texte. C'est les derniers extraits. C'est génial. C'est génial. Oui. Nous dûmes donc courir les embuscades pendant des nuits et des nuits imbéciles qui se suivaient, rien qu'avec l'espérance de moins en moins raisonnable d'en revenir, et celle-là seulement, et aussi que si on revenait, qu'on n'oublierait jamais, absolument jamais, qu'on avait découvert sur la terre un homme bâti comme vous et moi, mais bien plus charognard que les crocodiles et les requins qui passent entre deux eaux la gueule ouverte autour des bateaux d'ordures et de viande pourrie qu'on va leur déverser au large à la Havane. La grande défaite, en tout, c'est d'oublier, et surtout ce qui vous a fait crever, et de crever sans comprendre jamais jusqu'à quel point les hommes sont vaches. Quand on sera au bord du trou, faudra pas faire les malins, nous autres. Mais faudra pas oublier non plus. Faudra raconter tout sans changer un mot de ce qu'on a vu de plus vicieux chez les hommes. Et puis poser sa chic, et puis descendre. Ça suffit comme boulot pour une vie tout entière. Je l'aurais bien donné au requin à bouffer, moi, le commandant Pinson, et puis son gendarme avec, pour leur apprendre à vivre. Et puis mon cheval aussi en même temps, pour qu'il ne souffre plus, parce qu'il n'en avait plus de dos ce grand malheureux, tellement qu'il avait mal. Rien que 2 plaques de chair qui lui restaient à la place, sous la selle, larges comme mes 2 mains et suintantes, à vif, avec des grandes traînées de pus qui lui coulaient par les bords de la couverture jusqu'au jarret. Il fallait cependant trotter là-dessus. 1, 2. Ils s'entortillaient de trotter. Mais les chevaux, c'est encore bien plus patient que des hommes. Ils ondulaient en trottant. On ne pouvait plus le laisser qu'au grand air. Dans les granges, à cause de l'odeur qui lui sortait des blessures, ça sentait si fort qu'on en restait suffoqué. En montant dessus son dos, ça lui faisait si mal qu'il se courbait, comme gentiment, et le ventre lui en arrivait alors aux genoux. Ainsi, on aurait dit qu'on grimpait sur un âne. C'était plus commode ainsi, il faut l'avouer. On était bien fatigués nous-mêmes, avec tout ce qu'on supportait en acier sur la tête et sur les épaules. Pauvre animal. Mais c'est ça, c'est ça qui m'a frappé dans cette série-là. Je ne lui avais rien fait, moi, à ce Pinson. À lui, pas plus d'ailleurs qu'aux Allemands. Avec sa tête de pêche pourrie, ses 4 galons qui lui scintillaient partout de sa tête au nombril, ses moustaches rêches et ses genoux aigus, et ses jumelles qui lui pendaient au cou comme une cloche de vache, et sa carte au millième donc. Je me demandais quelle rage d'envoyer crever les autres le possédait celui-là, les autres qui n'avaient pas de carte. Nous 4 cavaliers sur la route ne faisions autant de bruit qu'un demi-régiment. On devait nous entendre venir à 4 heures de là, ou bien c'est qu'on ne voulait pas nous entendre. Cela demeurait possible, peut-être qu'ils avaient peur de nous, les Allemands, qui sait. Dis donc, Kersuzon, que je lui dis, c'est les Ardennes ici, tu sais. Tu ne vois rien loin devant nous? Moi, je vois rien du tout. C'est tout noir comme un cul, qui m'a répondu Kersuzon. Ça suffisait. Kersuzon me répondait toujours pareil quand je le questionnais la nuit. Ça finissait par me distraire comme un tic. Il m'a répété ça encore 2 ou 3 fois à propos du noir et du cul. Et puis il est mort. Tué qu'il a été quelque temps plus tard. En sortant d'un village, je m'en souviens bien, un village qu'on avait pris pour un autre, par des Français, qui nous avaient pris pour des autres.
Notons qu'au début de la monstrueuse entreprise, c'est-à-dire au mois d'août, jusqu'en septembre même, certaines heures, des journées entières quelquefois, des bouts de route, des coins de bois, demeuraient favorables aux condamnés. On pouvait s'y laisser approcher par l'illusion d'être à peu près tranquille et croûter par exemple une boîte de conserve avec son pain jusqu'au bout, sans être trop lanciné par le pressentiment que ce serait la dernière. Mais à partir d'octobre, ce fut bien fini, ces petites accalmies. La grêle devint de plus en plus épaisse, plus dense, mieux truffée, farcie d'obus et de balles. Bientôt on serait en plein orage, et ce qu'on cherchait à ne pas voir serait alors en plein devant soi, et on ne pourrait plus voir qu'elle, sa propre mort. La nuit, dont on avait si peur dans les premiers temps, en devenait par comparaison assez douce. Nous finissions par l'attendre, la désirer la nuit. On nous tirait dessus moins facilement la nuit que le jour, et il n'y avait plus que cette différence qui comptait. C'est difficile d'arriver à l'essentiel, même en ce qui concerne la guerre. La fantaisie résiste longtemps. Les chats trop menacés par le feu finissent tout de même par aller se jeter dans l'eau. On dénichait dans la nuit, çà et là, des quarts d'heure qui ressemblaient assez à l'adorable temps de paix, à ces temps devenus incroyables, où tout était bénin, où rien au fond ne tirait à conséquence, où s'accomplissait tant d'autres choses, toutes devenues extraordinairement, merveilleusement agréables. Un velours vivant, ce temps de paix. Cette espèce d'agonie différée, lucide, bien portante, pendant laquelle il est impossible de comprendre autre chose que des vérités absolues. Il faut l'avoir endurée pour savoir à jamais ce qu'on dit. La nature est une chose effrayante, et même quand elle est fermement domestiquée, comme au bois, elle donne encore une sorte d'angoisse aux véritables citadins. Ils se livrent alors assez facilement aux confidences. Rien ne vaut le bois de Boulogne, tout humide, grillagé, graisseux et pelé qu'il est, pour faire affluer les souvenirs, incoercibles, chez les gens des villes en promenade entre les arbres. Nous quittâmes Longchamp. Les enfants étaient partis des alentours. Plus que de la poussière. Les pères missionnaires pourchassaient encore le bonheur, mais hors des futaies à présent. Traqué qu'il devait être le bonheur, entre les terrasses de la porte Maillot. Nous longions les berges vers Saint-Cloud, voilés du halo dansant des brumes qui montent de l'automne, près du pont. Quelques péniches touchaient du nez les arches, durement enfoncées dans l'eau par le charbon jusqu'au plat-bord. L'immense éventail de verdure du parc se déploie au-dessus des grilles. Ces arbres ont la douce ampleur et la force des grands rêves. Seulement des arbres, je m'en méfiais aussi depuis que j'étais passé par leur embuscade. Un mort derrière chaque arbre. La grande allée montait entre deux rangées roses vers les fontaines. À côté du kiosque, la vieille dame au soda semblait lentement rassembler toutes les ombres du soir autour de sa jupe. Plus loin, dans les chemins de côté, flottaient les grands cubes et rectangles tendus de toiles sombres, les baraques d'une fête que la guerre avait surprise là et comblée soudain de silence. Nous en comptâmes une vingtaine, des longues garnies de glace, des petites, bien plus nombreuses, des confiseries foraines, des loteries, un petit théâtre même, tout traversé de courants d'air. Entre chaque arbre, il y en avait partout des baraques. L'une d'elles, vers la grande allée, n'avait même plus ses rideaux, éventés comme un vieux mystère. Elle penchait déjà vers les feuilles et la boue laitante. Nous nous arrêtâmes auprès de la dernière, celle qui s'inclinait plus que les autres et tanguait sur ses poteaux dans le vent comme un bateau voile folle, prêt à rompre sa dernière corde. Elle vacillait, sa toile du milieu secouait dans le vent,
montant, secouait vers le ciel, au-dessus du toit. Au fronton de la baraque, on lisait son vieux nom en vert et rouge. C'était la baraque d'un tir, le Stone des Nations qu'il s'appelait. Plus personne pour le garder non plus. Il tirait peut-être avec les autres, le propriétaire à présent, avec les clients. Leurs actions dès lors ne vous ont plus ce sale attrait mystique qui vous affaiblit et vous fait perdre du temps, et leur comédie ne vous est alors nullement plus agréable et plus utile à votre progrès intime que celle du plus bas cochon. Oh! Vous êtes donc tout à fait lâche, Ferdinand. Vous êtes répugnant comme un rat. Oui, tout à fait lâche, Lola. Je refuse la guerre, et tout ce qu'il y a dedans. Je ne la déplore pas, moi. Je ne me résigne pas, moi. Je ne pleurniche pas dessus, moi. Je la refuse tout net, avec tous les hommes qu'elle contient. Je ne veux rien avoir à faire avec eux, avec elle. Seraient-ils 195 millions et moi tout seul? C'est eux qui ont tort, Lola, et c'est moi qui ai raison, parce que je suis le seul à savoir ce que je veux. Je ne veux plus mourir. Mais c'est impossible de refuser la guerre, Ferdinand. Il n'y a que les fous et les lâches qui refusent la guerre quand leur patrie est en danger. Alors vivent les fous et les lâches, ou plutôt survivent les fous et les lâches. Vous souvenez-vous d'un seul nom, par exemple, Lola, d'un de ces soldats tués pendant la guerre de 100 ans? Avez-vous jamais cherché à connaître un seul de ces noms? Non, n'est-ce pas? Vous n'avez jamais cherché. Et ils vous sont aussi anonymes, indifférents et plus inconnus que le dernier atome de ce presse-papier devant nous, que votre crotte du matin. Voyez donc bien qu'ils sont morts pour rien, Lola, pour absolument rien du tout, ces crétins. Je vous l'affirme, la preuve est faite. Il n'y a que la vie qui compte. Dans 10 000 ans d'ici, je vous fais le pari que cette guerre, si remarquable qu'elle nous paraisse à présent, sera complètement oubliée. À peine si une douzaine d'érudits se chamailleront encore par-ci par-là à son occasion et à propos des dates des principales hécatombes dont elle fut illustrée. C'est tout ce que les hommes ont réussi jusqu'ici à trouver de mémorable au sujet les uns des autres à quelques siècles, à quelques années et même à quelques heures de distance. Je ne crois pas à l'avenir, Lola. C'est loin déjà de nous le soir où il est parti quand j'y pense. Je m'en souviens bien quand même. Ces maisons du faubourg qui limitaient notre parc se détachaient encore une fois, bien nettes, comme font toutes les choses avant que le soir les prenne. Les arbres grandissaient dans l'ombre et montaient au ciel rejoindre la nuit. Nous y venions, nous, chercher notre bonheur à tâtons, que le monde entier menaçait avec rage. C'est plus difficile de renoncer à l'amour qu'à la vie. On passe son temps à tuer ou à adorer en ce monde, et cela tout ensemble. Je te hais, je t'adore. On se défend, on s'entretient. On repasse sa vie au bipède du siècle suivant, avec frénésie à tout prix, comme si c'était formidablement agréable de se continuer, comme si ça allait nous rendre au bout du compte éternel. Envie de s'embrasser malgré tout, comme on se gratte. Proust, mi-revenant lui-même, s'est perdu avec une extraordinaire ténacité dans l'infini, la diluante futilité des rites et des marches qui s'entortillent autour des gens du monde, gens du vide, fantômes de désir, partouzards indécis, attendant leur bateau, toujours chercheurs sans entrain d'improbables cithères.
À l'heure qu'il est, il m'arrive encore de la rencontrer, Musine, par hasard, tous les 2 ans ou presque, ainsi que la plupart des êtres qu'on a connus très bien. C'est le délai qu'il nous faut, 2 années, pour nous rendre compte, d'un seul coup d'œil, intrompable alors, comme l'instinct, des laideurs dont un visage même en son temps délicieux s'est chargé. On demeure comme hésitant un instant devant, et puis on finit par l'accepter, tel qu'il est devenu le visage, avec cette disharmonie croissante, ignoble de toute la figure. Et il le faut bien dire, oui, à cette soigneuse et lente caricature burinée par 2 ans. Accepter le temps, ce tableau de nous. On peut dire alors qu'on s'est reconnu tout à fait, comme un billet étranger qu'on hésite à prendre à première vue, qu'on ne s'était pas trompé de chemin, qu'on avait bien suivi la route sans s'être concerté, l'immanquable route pendant 2 années de plus, la route de la pourriture. Et voilà tout. Les nuits de Billancourt étaient douces, animées parfois par ces puériles alarmes d'avions et de zeppelins, grâce auxquels les citadins trouvaient moyen d'éprouver des frissons justificatifs. En attendant mon amante, j'allais me promener, nuit tombée, jusqu'au pont de Grenelle, là où l'ombre monte du fleuve jusqu'au tablier du métro, avec ses lampadaires en chapelet tendus en plein noir, avec sa ferraille énorme aussi qui va foncer en tonnerre en plein flanc des gros immeubles du quai de Passy. Il existe certains coins comme ça dans la ville, si stupidement laids qu'on y est presque toujours tout seul. On perd la plus grande partie de sa jeunesse à coup de maladresse. Il était évident qu'elle allait m'abandonner, mon aimé, tout à fait bientôt. Je n'avais pas encore appris qu'il existe 2 humanités très différentes, celle des riches et celle des pauvres. Il m'a fallu, comme à tant d'autres, 20 années et la guerre pour apprendre à me tenir dans ma catégorie, à demander le prix des choses et des êtres avant d'y toucher et surtout avant d'y tenir. Me réchauffant donc à l'office avec mes compagnons domestiques, je ne comprenais pas qu'au-dessus de ma tête dansaient les dieux argentins. Ils auraient pu être allemands, français, chinois, cela n'avait guère d'importance, mais des dieux, des riches, voilà ce qu'il fallait comprendre. Eux en haut avec Musine, moi en dessous, avec rien. Musine songeait sérieusement à son avenir. Alors, elle préférait le faire avec un dieu. Moi aussi, bien sûr, j'y songeais à mon avenir, mais dans une sorte de délire, parce que j'avais tout le temps en sourdine la crainte d'être tué dans la guerre et la peur aussi de crever de faim dans la paix. J'étais en sursis de mort et amoureux. Ce n'était pas qu'un cauchemar. Pas bien loin de nous, à moins de 100 kilomètres, des millions d'hommes braves, bien armés, bien instruits m'attendaient pour me faire mon affaire. Et des Français aussi, qui m'attendaient pour en finir avec ma peau, si je ne voulais pas la faire mettre en lambeaux saignants par ceux d'en face. Tel soir, où par exception nous rentrions ensemble à Billancourt, voilà que passent les pompiers trompetteurs et tous les gens de notre maison se précipitent à la cave en l'honneur de je ne sais quel zeppelin. Ces paniques menues pendant lesquelles tout un quartier en pyjama, derrière la bougie, disparaissait en gloussant dans les profondeurs pour échapper à un péril presque entièrement imaginaire, mesuraient l'angoissante futilité de ces êtres, tantôt poules effrayées, tantôt moutons fats et consentants. De semblables et monstrueuses inconsistances sont bien faites pour dégoûter à tout jamais le plus patient, le plus tenace des sociophiles. Sans façon, empoignant familièrement l'épaule de l'un de nous,
Le secouant paternellement, la voix réconfortante, il nous traça les règles et le plus court chemin pour aller gaillardement et au plus tôt encore nous refaire casser la gueule. D'où qu'il provint, décidément, il ne pensait qu'à cela. On aurait dit que ça leur faisait du bien. C'était le nouveau vice. La France, mes amis, vous a fait confiance. C'est une femme, la plus belle des femmes, la France, entonna-t-il. Elle compte sur votre héroïsme, la France, victime de la plus lâche, de la plus abominable agression. Elle a le droit d'exiger de ses fils d'être vengés profondément, la France, d'être rétablie dans l'intégrité de son territoire, même au prix du sacrifice le plus haut, la France. Nous ferons tous ici, en ce qui nous concerne, notre devoir, mes amis. Faites le vôtre. Notre science vous appartient. Elle est vôtre. Toutes ces ressources sont au service de votre guérison. Aidez-nous à votre tour dans la mesure de votre bonne volonté. Je le sais, elle nous est acquise, votre bonne volonté. Et que bientôt, vous puissiez tous reprendre votre place à côté de vos chers camarades des tranchées. Votre place sacrée pour la défense de notre sol chéri. Vive la France! En avant! Il savait parler aux soldats. Comme le théâtre était partout, il fallait jouer. Et il avait bien raison, Branle d'Or. Rien aussi n'a l'air plus idiot et n'irrite davantage, c'est vrai, qu'un spectateur inerte monté par hasard sur les planches. Quand on est là-dessus, n'est-ce pas? Il faut prendre le ton, s'animer, jouer, se décider ou bien disparaître. Les femmes surtout demandaient du spectacle, et elles étaient impitoyables, les garces, pour les amateurs déconcertés. La guerre, sans conteste, porte aux ovaires. Elles en exigeaient des héros, et ceux qui ne l'étaient pas du tout devaient se présenter comme tels, ou bien s'apprêter à subir le plus ignominieux des destins. L'après-midi, des parents vinrent de Paris pour la première fois depuis que nous étions là, et puis ensuite chaque semaine. J'avais écrit enfin à ma mère. Elle était heureuse de me retrouver, ma mère, et pleurnichait comme une chienne à laquelle on a rendu enfin son petit. Elle croyait aussi sans doute m'aider beaucoup en m'embrassant, mais elle demeurait cependant inférieure à la chienne parce qu'elle croyait au mot « elle » qu'on lui disait pour m'enlever. La chienne au moins ne croit que ce qu'elle sent. Avec ma mère, nous fîmes un grand tour dans les rues proches de l'hôpital. Une après-midi, à marcher, en traînant dans les ébauches des rues qu'il y a par là, des rues aux lampadaires pas encore peints, entre les longues façades suintantes, aux fenêtres bariolées des 100 petits chiffons, pendant les chemises des pauvres à entendre le petit bruit du graillon qui crépite à midi, orage des mauvaises graisses. Dans le grand abandon mou qui entoure la ville, là où le mensonge de son luxe vient suinter et finir en pourriture, la ville montre à qui veut le voir son grand derrière en boîte à ordures. Il y a des usines qu'on évite en promenant, qui sentent toutes les odeurs, les unes à peine croyables, et où l'air d'alentour se refuse à puer davantage. Tout près moisit la petite fête foraine entre deux hautes cheminées inégales. Ces chevaux de bois dépeints sont trop coûteux pour ceux qui les désirent. Pendant des semaines entières souvent, petits morveux, rachitiques, attirés, repoussés, retenus à la fois, tous les doigts dans le nez par leur abandon, la pauvreté et la musique. Tout se passe en effort pour éloigner la vérité de ces lieux qui revient pleurer sans cesse sur tout le monde. On a beau faire, on a beau boire, et du rouge encore, épais comme de l'encre, le ciel reste ce qu'il est là-bas, bien refermé dessus, comme une grande mare pour les fumées de la banlieue. Par terre, la boue vous tire sur la fatigue et les côtés de l'existence sont fermés aussi, bien clos, par des hôtels et des usines encore. C'est déjà des cercueils, les murs de ce côté-là. Lola, bien partie, Musine aussi. Je n'avais plus personne. C'est pour ça que j'avais fini par écrire à ma mère, question de voir quelqu'un. À 20 ans, je n'avais déjà plus que du passé. Nous parcourûmes ensemble avec ma mère des rues et des rues du dimanche. Elle me racontait les choses menues de son commerce, ce qu'on disait autour d'elle de la guerre en ville, que c'était triste la guerre, épouvantable même, mais qu'avec beaucoup de courage, nous finirions tous par en sortir. Les tuer, pour elle, c'était rien que des accidents, comme aux courses, sinon qu'à bien se tenir, on ne tombait pas.
En ce qui la concernait, elle n'y découvrait dans la guerre qu'un grand chagrin nouveau qu'elle essayait de ne pas trop remuer. Il lui faisait comme peur, ce chagrin. Il était comblé de choses redoutables qu'elle ne comprenait pas. Elle croyait au fond que les petites gens de sa sorte étaient faits pour souffrir de tout, que c'était leur rôle sur la terre et que si les choses allaient récemment aussi mal, ça devait tenir encore en grande partie à ce qu'ils avaient commis bien des fautes accumulées, les petites gens. Ils avaient dû faire des sottises sans s'en rendre compte, bien sûr, mais tout de même, ils étaient coupables, et c'était déjà bien gentil qu'on leur donne ainsi en souffrant l'occasion d'expier leurs indignités. C'était une intouchable, ma mère. Notre navire avait nom, l'amiral Bragueton. Il ne devait tenir sur ces eaux tièdes que grâce à sa peinture. Tant de couches accumulées par pelure avaient fini par lui constituer une sorte de seconde coque à l'amiral Bragueton, à la manière d'un oignon. Nous voguions vers l'Afrique, la vraie, la grande, celle des insondables forêts, des miasmes délétères, des solitudes inviolées vers les grands tyrans nègres vautrés au croisement de fleuves qui n'en finissent plus. Ça n'a pas traîné. Dans cette stabilité désespérante de chaleur, tout le contenu humain du navire s'est coagulé dans une massive ivrognerie. On se mouvait mollement entre les ponts, comme des poulpes au fond d'une baignoire d'eau fadasse. C'est depuis ce moment que nous vîmes à fleur de peau venir s'étaler l'angoissante nature des Blancs, provoquer, libérer, puis débrailler enfin leur vraie nature, tout comme à la guerre. Étuves tropicales pour instincts, tels crapauds et vipères qui viennent enfin s'épanouir au mois d'août sur les flancs fissurés des prisons. Dans le froid d'Europe, sous les grisailles pudiques du Nord, on ne fait, hors les carnages, que soupçonner la grouillante cruauté de nos frères. Mais leur pourriture envahit la surface dès que les émoustille la fièvre ignoble des tropiques. C'est alors qu'on se déboutonne éperdument et que la saloperie triomphe et nous recouvre entiers. C'est l'aveu biologique. Dès que le travail et le froid ne nous astreignent plus, relâche un moment le rétau, on peut apercevoir des blancs, ce qu'on découvre du gai rivage une fois que la mer s'est retirée. La vérité marre lourdement puante, les crabes, la charogne et les troncs. Pendant ce temps, nous buvions indéfiniment entre hommes sous l'inutile mais abrutissant ventilateur qui se perdait à moudre depuis les Canaries le coton tiède atmosphérique. Il me fallait cependant encore retrouver de la verve, de la faconde qui puisse plaire à mes nouveaux amis, de la facile. Je ne tarissais pas, peur de me tromper en admiration patriotique, et je demandais et redemandais à ces héros, chacun son tour, des histoires et encore des histoires de bravoure coloniale. C'est comme les cochonneries, les histoires de bravoure. Elles plaisent toujours à tous les militaires de tous les pays. Ce qu'il faut au fond pour obtenir une espèce de paix avec les hommes, officiers ou non, armistice fragile il est vrai, mais précieux quand même, c'est leur permettre en toutes circonstances de s'étaler, de se vautrer parmi les vantardises niaises. Il n'y a pas de vanité intelligente, c'est un instinct. Il n'y a pas d'homme non plus qui ne soit pas avant tout vaniteux. Le rôle du paillasson admiratif est à peu près le seul dans lequel on se tolère d'humain à humain avec quelque plaisir. « Où sommes-nous » demandai-je. « À Bombo la Forgono » me répondit cette ombre. Nous nous mîmes à flotter librement à grands coups de pagaie. Je l'aidai pour qu'on aille plus vite. J'eus encore le temps d'apercevoir une fois encore en m'enfuyant mes dangereux compagnons de bord. À la lueur des falots d'entrepont écrasés, enfin d'hébétude et de gastrite, ils continuaient à fermenter en grognant à travers leur sommeil. Repus, vautrés, ils se ressemblaient tous à présent, officiers, fonctionnaires, ingénieurs et traitants, boutonneux, bedonnants, olivâtres, mélangés à peu près identiques. Les chiens ressemblent aux loups quand ils dorment. Je retrouvai la terre peu d'instants plus tard et la nuit plus épaisse encore sous les arbres, et puis derrière la nuit toutes les complicités du silence. Évidemment, Alcide évoluait dans le sublime à son aise et pour ainsi dire familièrement. Il tutoyait les anges, ce garçon, et il n'avait l'air de rien.
Il avait offert presque sans douter à une petite fille vaguement parente des années de torture, l'annihilement de sa pauvre vie dans cette monotonie torride, sans condition, sans marchandage, sans intérêt que celui de son bon cœur. Il offrait à cette petite fille lointaine assez de tendresse pour refaire un monde entier, et cela ne se voyait pas. Il s'endormit d'un coup à la lueur de la bougie. Je finis par me relever pour bien regarder ses traits à la lumière. Il dormait comme tout le monde. Il avait l'air bien ordinaire. Ce serait pourtant pas si bête s'il y avait quelque chose pour distinguer les bons des méchants. Elle n'en ratait jamais une, ma mère, pour essayer de me faire croire que le monde était bénin et qu'elle avait bien fait de me concevoir. C'est le grand subterfuge de l'incurie maternelle, cette providence supposée. Ma mère, de France, m'encourageait à veiller sur ma santé comme à la guerre. Sous le couperet, ma mère m'aurait grondé pour avoir oublié mon foulard. Merci, Jean. Il y a une seconde partie. Oui, effectivement. À tout cela. Une seconde et une finale. Bien sûr. Bon, j'espère que vous avez eu du plaisir, messieurs, dames, chers auditeurs, auditrices, à écouter Jean-Matt lire les derniers extraits. Alors là maintenant, c'est les derniers des derniers extraits. Voyage au bout de la nuit. Ouais. Go. À la prochaine. Bye. Bye. Prenez soin de vous.